CQFD, c'est aujourd'hui, c'est sur Poésie, et c'est le ministre des Outre-mer qui s'y colle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On va essayer de vous découvrir. On vous connaît pas à Mayotte, on connaît pas notre ministre des Outre-mer. Je sais que vous allez venir bientôt, normalement, c'est ça? Ah oui, je suis déjà venu, à vrai dire, hein, Ouais. mais j'étais pas ministre. Oui, Mais en tant que ministre. ouais, mais c'était aussi bien de venir sans être ministre. Ah parce oui que ça m'a permis de me déplacer, de découvrir une partie de Mayotte Sans pression. Ouais, sans organisation de sécurité particulière. Ouais. C'était en 2015, fin 2015, je crois. C'était pour la primaire de Bruno Le Maire, qui était candidat Ah oui. pour la primaire de la droite et du centre. Et j'avais pris 2 longues journées sur l'île. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'environnement, pour la nature, pour les paysages, mais aussi pour quelques rencontres amicales avec lesquelles j'ai gardé contact. Et à cette époque, vous imaginiez pas une seule seconde qu'un jour vous Pas seriez un seul ministre instant. des Outre-mer. Pas et, un seul ouais, instant. ouais. Donc voilà, donc quand je vais revenir à Mayotte, ça sera assez rapidement, évidemment, avant Bien la sûr. fin de l'année, mais Ouais. ça sera évidemment dans un environnement différent, mais je vais essayer de garder aussi un tout petit peu cette liberté-là dans la manière de faire des rencontres. Alors, on va surtout, si vous êtes d'accord, monsieur le ministre, rester sur cet anniversaire qui approche, les 10 ans de la départementalisation. Au mois de mars, ouais. Exactement. Donc, on va essayer de parler un petit peu de tout, parce que tout est lié. Qu'est-ce qui a bien marché pendant ces 10 ans? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourra faire? Parce qu'il va peut-être falloir parler d'après ces 10 ans. Première question, peut-être un peu crue, mais on est sur Poésie, personne ne nous écoute. Un petit peu quand même. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on s'est trompé? Il y a des gens aujourd'hui à Mayotte qui pensent que la départementalisation, on s'est gouré. C'était pas le bon choix. Selon vous? Mais déjà, peut-être qu'on pourrait définir ce que c'est que la départementalisation, parce Ouais. que avec le temps, on finit par faire dire à ce mot et à ce processus des choses qui parfois ne recouvrent pas la vérité. Pas faux. La départementalisation, c'est devenir un département dans la République. Ouais. Bon. La France aime Mayotte, Mayotte aime la France. Ouais. Donc que Mayotte devienne un département au sens complet du mot de la départementalisation, au sens républicain du terme, Ouais. moi c'était une bonne chose et je pense que celles et ceux qui l'ont souhaité, qui l'ont voulu, pour lesquels ils se sont battus, ils ont bien eu raison À de plusieurs le faire. reprises, hein. Bon. Ouais. Après, le vrai sujet, c'est que la notion même de départementalisation, elle évolue pour les autres départements hexagonaux depuis maintenant 5 à 10 années. Vous voyez, là où Mayotte a réclamé un rattrapage bien légitime en se situant sur un terrain d'égalité par rapport à d'autres départements d'outre-mer ou d'autres départements de l'Hexagone, pendant ce temps-là, on a des départements qui, eux, parfois, ont 2 siècles de départementalisation derrière eux, mais eux souhaitent désormais plus de différenciation, souhaitent plus d'adaptation, souhaitent qu'on reconnaisse davantage leurs spécificités. Alors, parce que la Plus question est d'autonomie. crue, mais la question est crue, donc la réponse doit être aussi tout aussi directe et claire. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite? Je pense qu'il faut avoir l'humilité de considérer que c'est encore trop tôt pour y répondre et que l'anniversaire du mois de mars, ça doit être l'occasion de nous pencher aussi sur le bébé devenu adolescent, préadolescent. On va fêter ses 10 ans et à regarder effectivement, comme vous l'avez très justement dit, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la croissance, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et je dis même mieux que ça, si on y met de l'affection, si on y met un peu de vision, il faut se poser surtout la question, non pas de l'anniversaire des 10 ans, mais de l'anniversaire des 20 ans déjà. À quoi ressemblera le jeune adulte? À quoi, quand on sera en mars 2031 et qu'on se posera la question des 20 ans de la départementalisation, là, la vérité commencera à frapper à la porte. On ne pourra pas commencer à dire, là, pour le coup, on ne sait pas encore, etc. Donc, en fait, c'est un moment... Et je suis heureux, même si je vois bien que ça m'oblige beaucoup en tant que ministre des Outre-mer d'être le ministre de ce moment-là. Bien sûr. Mais à la fin, on va faire le bilan des 10 années. On va essayer aussi d'éviter de donner les bons points et les mauvais points à tout le monde, parce que je vois bien aussi la tentation. Si on commence à dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, il y a tout ce qui fonctionne, il y aura plein de papas et plein de mamans pour dire c'est grâce à moi, et puis tout ce qui fonctionnera pas bien, on dira c'est la faute de l'autre. Bon, l'autre pouvant être l'État, ou pouvant être les collectivités territoriales, pouvant être les entreprises. Moi, je pense que si on fête un anniversaire, c'est qu'on est tous ensemble autour d'une table et qu'à un moment donné, on regarde les choses avec le sens de l'intérêt général. C'est vrai, le monsieur sens le de la ministre. vérité. Voilà, il va falloir quand même pointer du doigt ce qui a pas marché, parce que je compte bien le faire, rassurez-vous. Voilà, parce qu'il y a quand même nos concitoyens à Mayotte qui, pour certains, pas tous, pour certains, ne se sentent pas à l'aise dans ce département.
pas dans le département, mais dans ce département. Oui, mais ça, on revient On a fait des erreurs à la quelque part. question du cadre de vie, on revient à la question de l'immigration, on revient à la question On va y de venir. la sécurité. Bien sûr. On revient à bon, bref. Donc ça, est-ce que déjà tout est lié à la départementalisation? Certains mots que connaissent Ouais. pas tous. Mais c'est bien de commencer à le dire, puisqu'on a un peu de temps ensemble. Bien Là, sûr, on peut commencer à poser C'est des clair. jalons pour le dire. Est-ce que certains mots, et est-ce que certaines difficultés, on ne les aurait pas rencontrées de la même manière sans le processus de départementalisation? La réponse est oui. On va pas se raconter d'histoire, notamment sur les difficultés sociales, l'accès au chômage, qui malheureusement n'est pas une singularité mahoraise, pour se dire les choses très directement, etc. Oui, oui. En revanche, sur l'immigration, sur le fait qu'à un moment donné, un rattrapage social, bienvenu pour les Mahorais, on y reviendra sans doute, ait pu créer des appels d'air sur l'immigration irrégulière, la réponse là aussi est oui. Et c'est là où il faut qu'on fasse le temps du diagnostic et qu'on regarde bien justement ce qu'on peut mettre sur la table. J'ai reçu les élus, vous le savez. Sans Oui, doute, il y a pas longtemps. Ouais, j'ai voulu faire un point. Ouais. Il y avait une actualité douloureuse, brûlante. La rentrée scolaire se profilait avec des difficultés que l'on connaît. Le Covid, il n'est pas complètement derrière nous. Et vous voyez le niveau de vigilance qu'il faut avoir. Regardez comment les choses se déroulent actuellement en Guadeloupe ou même dans certaines grandes villes dans l'Hexagone. J'ai eu un moment vraiment républicain avec tous les élus. Vous savez qu'ils étaient de sensibilités politiques différentes. Certains sont élus depuis très longtemps, d'autres sont élus de manière plus récente. Il y avait des représentants du département, il y avait des représentants des communes. J'ai vraiment fait attention à ce qui est tout le monde. C'est la moindre des choses. On a passé un long moment ici en mode langage cash. C'est aussi un peu mon tempérament. Et on s'est dit quand même un certain nombre de vérités. Moi, je souhaite que désormais les élus, justement pour l'anniversaire du mois de mars, puissent nous faire un certain nombre de propositions. Ils ont commencé à en faire. Mais qu'on arrive justement déjà à s'interroger, c'est quoi Mayotte en 2031? Ça n'élude pas les difficultés du moment, là aussi j'imagine qu'on va y revenir, et on est en train de faire des choses, on va se reparler de Chicandra, on va se reparler de l'adduction d'eau potable, autant de sujets sur lesquels je suis hyper mobilisé et sur lesquels j'ai envie de faire des choses et sur lesquels je suis très attaché aux résultats, et on va pas se payer de mots. Un de mes conseillers de mon cabinet s'est rendu à Mayotte il y a maintenant 10 jours et a fait un large tour d'horizon pour préparer discrètement ma venue bientôt, donc tout ça avance. Mais on va mentir aux Mahoraises et aux Mahorais si on se dit pas une vérité. C'est on veut que ça ressemble à quoi et on attend quoi la départementalisation en 2031. Mais votre avis à vous, monsieur le ministre, est-ce que vous croyez que Mayotte peut ressembler à un département d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion? Ou alors, ça sera un département français, il n'y a pas de problème. Mais la réponse est dans votre question. Je sais pas. Il ne se ressemble pas déjà. Pardon, mais l'organisation politique administrative de la Martinique n'est pas celle de la Guadeloupe, qui n'est pas celle de la Guyane. Et c'est ça, en fait, qu'on n'a pas assez dit. C'est que la départementalisation, elle a été regardée. En fait, elle est encore à construire. Parce qu'il y a deux moments. Il y a le moment du rattrapage. Comment on fait pour ressembler à un département comme les autres, pour faire vite? Bon. Bah, au fond, ça y est, on a un conseil général devenu départemental, on a une organisation avec des communes, on a un code général des collectivités territoriales qui globalement s'applique comme ça s'appliquerait dans mon département de l'Eure pour beaucoup de sujets, avec énormément de mesures transitoires, c'est la montée en puissance sur plein d'aspects. Mais regardez, je vais prendre un exemple hyper précis, hyper concret. On a déjà commencé à différencier. On a déjà commencé à faire en sorte que ce soit pas un département comme les autres, la recentralisation du RSA. La recentralisation, bah oui, mais ça c'est un point de différenciation intéressant. Croyez-moi, ça soulage les conseillers départementaux de Mayotte aujourd'hui, parce que quand on fait un budget avec le RSA ou sans le RSA, c'est pas pareil. C'est l'État qui l'a récupéré. Moyennant quoi, et ça c'est important que celles et ceux qui nous regardent ce matin en soient conscients. Depuis qu'on a fait la recentralisation du RSA à Mayotte, qu'est-ce qui s'est passé? Les Guyanais ont demandé la même chose en même temps, bien légitime d'ailleurs. Bon, on l'a fait. Le président de la République, d'ailleurs, est le premier à le faire, parce que si je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, ça fait quand même des années que tout le monde gratte à la porte pour qu'on le fasse. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé. Bon, la Réunion, pour des raisons similaires, qui peuvent s'en approcher, ont demandé la même chose. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez plein de départements dans l'Hexagone qui disent « nous, on veut faire comme Mayotte ». Nous, on veut aussi la recentralisation du RSA. Bon, la réponse ne m'appartient pas. Je suis plus ministre en charge des collectivités territoriales. Je suis ici à l'Outre-mer. Mais c'est intéressant. Ça veut bien dire que la départementalisation, c'est pas l'égalité pile poil en tout point, en toute compétence, en toute organisation. Et en fait, il va falloir commencer à réfléchir de manière un peu différente. Et c'est plutôt intéressant en se disant qu'est-ce qu'on norme, parce que c'est un département comme les autres. Et c'est évidemment dans l'égalité à la citoyenneté, dans l'organisation de la plupart des pouvoirs publics, c'est très clair. Mais qu'est-ce qu'on fait différemment qu'ailleurs? Et ça pose la question du rôle de l'État. On l'a bien vu sur les collèges, on l'a bien vu sur les écoles, on l'a bien vu sur les réseaux d'eau potable, sur lesquels l'État est obligé de faire des choses qu'on ne ferait pas ailleurs, et ça me va très bien. Et croyez-moi, je continuerai d'y venir. Mais dans l'éducation nationale également. Bien sûr, mais évidemment. Il y a des choses que l'État prend en charge qui... Et en même temps,
peut-être qu'il va falloir commencer à différencier un certain nombre de choses, parce que peut-être qu'à Mayotte, il faut organiser aussi un peu les choses différemment pour tenir compte de ces spécificités-là. Est-ce que je peux le faire tout seul depuis la rue Oudinot? La réponse est non. Est-ce que je peux le faire sur un déplacement même plus ou moins long de 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, mettons? Peut-être un peu, mais c'est aussi aux Mahoraises et aux Mahorais de le dire. Et pas que les élus, pas que les élus. Les représentations syndicales, sociales, environnementales, le patronat, enfin les entrepreneurs et celles et ceux qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi. Voilà, moi j'ai vu la représentante du MEDEF de Mayotte, Carla Balthus, dans le cadre d'une délégation plus globale, parce que vous savez, les journées du MEDEF il y a pas très longtemps, et donc j'ai reçu l'ensemble du MEDEF ultramarin. Et pardon, mais il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des femmes qui ont des choses à dire. Il y a des personnes sur lesquelles aussi il va falloir qu'on leur redonne un peu plus la parole. Pour revenir sur cette histoire de département, Mansour Kamardine, notre élu LR à Mayotte, député, lui il dit qu'on n'a pas raté le département, qu'il fallait le faire, mais qu'on n'a pas mis les moyens qu'il fallait pour en faire ce qu'on voulait en faire. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je connais Mansour depuis longtemps, parce qu'on j'imagine. on a appartenu en tout cas à la même famille politique. Je note que Mansour, d'ailleurs, au début du quinquennat, a envoyé un signal de confiance, parce que justement, il avait voté la confiance au gouvernement. Et pour être honnête avec vous, dans la relation que j'ai avec lui, je lui ai dit qu'il aurait un partenaire franc, mais fiable, avec ma pomme ici au ministère des Outre-mer. Bon, d'autres le savent. Tani, le vice-président du Sénat, avec lequel je travaille de manière ancienne maintenant aussi. On reviendra peut-être sur les élus parce que je les connais bien et je ne les découvre pas ici depuis que j'ai été nommé là. Bon, la notion de moyens, là aussi, il faut qu'on s'y accorde, parce que celles et ceux qui pourraient être tentés. On m'a dit que je pouvais faire preuve de franchise et pas de bois chez vous. C'est un devoir, monsieur le ministre. Si on ne fait pas nous-mêmes, nous, là, les gens qui sont intéressés à cette affaire, donc là, les personnes qui vivent à Mayotte, et le ministre en charge, etc. Si on ne fait pas un bilan franc et honnête de la départementalisation, c'est-à-dire que c'est d'autres vont le faire à notre place. C'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Complet. Et je vois bien, à quelques mois de l'élection présidentielle, comment quelques-uns auraient peut-être intérêt à se servir de Mayotte, non pas pour défendre les intérêts des Mahoraises et des Mahorais, dont certains se foutent éperdument, mais en prenant l'exemple de Mayotte, en disant, voyez, cette départementalisation, c'est l'erreur tant de Jacques Chirac que de Nicolas Sarkozy, que de Lionel Jospin, que de François Hollande et que désormais d'Emmanuel Macron. On voit bien que ça a conduit à une fuite en avant en matière d'immigration, etc. Je ne veux pas que ce discours monte dans l'Hexagone. Et croyez-moi, Madame Le Pen et quelques autres sont évidemment en embuscade pour se servir de Mayotte, se servir du malheur parfois qui s'abat sur Mayotte pour essayer de faire de la politique nationale. Donc, pour répondre à Mansour, faut aussi s'accorder sur c'est quoi réussir la départementalisation. En tout cas, je vois bien comment il ne faut pas la rater et qu'il y a encore des choses à traiter très vite pour qu'elle ne soit pas ratée. C'est une absolue évidence. On s'en est parlé. Je crois que la question actuellement de l'adduction d'eau potable est un exemple très concret. On ne peut pas comprendre qu'un département français depuis 10 ans ait autant de problèmes de fuite ou d'adduction d'eau. Bon, et en même temps, on a à peu près les mêmes partout, hein, les fuites. Hein. Ça dépend. Il y a l'adduction et la production d'eau potable est un sujet, mais aussi la distribution, parce que tout ça, malheureusement, au bout d'un moment, se lie. Il y a des territoires dans lesquels on produit plus d'eau et malheureusement, il y a trop de fuites. Il y a des territoires sur lesquels on cumule les deux, et typiquement à Mayotte, on peut cumuler les deux, avec en plus une augmentation de la population qui fait que on a besoin de plus d'eau dès lors que la population augmente. Enfin, là aussi, il faut se dire la vérité sur l'eau. L'eau, c'est pas une compétence de l'État. Non, mais faut le dire parce que. Oui, c'est pas une compétence de l'État. Sauf que si à un moment donné la population n'a plus à boire, c'est l'État qui va devoir prendre les choses en main. Voilà, vous rentrez dans le bon débat. C'est que il faut qu'on dise bien droit dans les yeux à tout le monde que l'eau potable en France, ça n'a jamais été l'État. Mais même dans l'Eure, chez moi, ça n'a jamais été l'État. Ça a toujours été une compétence décentralisée. Ça a toujours été les communes, les syndicats de communes, des régies communales, etc. Oui, mais on construit tout ça. Mais attendez, on n'est pas prêt encore. Je rassure tout de suite. Si, l'État sera toujours au rendez-vous pour évidemment protéger les populations à Mayotte. Donc évidemment qu'on fait du rattrapage. Plan de relance, on met 40 millions d'euros sur les réseaux d'eau. Donc faut pas vous inquiéter, on le fait. Je dis juste que faut bien essayer. La citoyenneté, c'est aussi une dimension de vérité et d'éducation aussi sur qui fait quoi. Quand on vote aux élections municipales, on doit savoir pourquoi on vote. Quand on va voter aux élections départementales au mois de mars, on doit savoir sur quelles compétences on vote. Puis quand on va voter pour le président de la République en avril et mai 2022, on doit aussi savoir pourquoi on vote. Et quand on votera aux législatives en juin, on devra aussi savoir pourquoi on vote. L'eau, c'est une compétence du bloc communal
sur lequel le conseil départemental peut aider et sur lequel l'État peut accompagner. Ça renvoie pas la patate chaude au maire, parce que j'ai été maire moi-même, donc je vais pas commencer à jouer à ce jeu-là. Mais rien que de le dire, déjà, ça permet aussi de dire quelques vérités sur l'organisation des choses. J'aurai l'occasion de rediscuter avec les élus, dont le député Kamardine et quelques autres. La notion des moyens, sur le débat sur les moyens, moi, je suis prêt à l'avoir. Très objectivement, je suis prêt à l'avoir. Mais si on se regarde droit dans les yeux, on sait très bien que sur certains sujets, c'est pas qu'une affaire de moyens. C'est clair. Donc, pour conclure avec la départementalisation, l'anniversaire de la départementalisation, même si on va forcément y revenir un petit peu, donc on n'est pas dans le système, tu as voulu un vélo, c'est-à-dire la départementalisation, tu pédales. Non, enfin, en tout cas, moi, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni moi sommes là-dedans. Ouais. Que certaines forces politiques, je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. puissent être tentées de faire ça à des fins de récupération plus nationales pour l'élection présidentielle, je le redoute et je suis franc avec vous. C'est bien pour ça qu'aussi on va avoir un peu une méthode pour fêter cet anniversaire-là. C'est pour ça que j'avais réuni les élus. Enfin, je recommence pas tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il faut se projeter. C'est-à-dire que c'est une fin en soi. Et bonjour, on est en mars 21, la départementalisation, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ça va être très déceptif pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les services de l'État, dont on parle peu, mais enfin, après tout, eux aussi ont bien le droit à la parole sur cette affaire-là, parce qu'ils incarnent le service public au quotidien. Et donc, bah oui, je pense qu'il faut qu'on continue de se projeter. En tout cas, moi, je suis très... vous a pas échappé que cette maison porte déjà des dossiers qui sont très difficiles ou structurants. Le Covid, évidemment, la question de la relance économique, le dossier calédonien qui se suffit parfois à lui-même. Néanmoins, moi, je vais faire de Mayotte un des territoires pour moi complètement prioritaire, parce que je vois bien que parfois aussi on a cherché à gagner du temps dans le passé en se disant tiens on va attendre, on va refiler la patate chaude peut-être à nos successeurs. Moi je raisonne pas comme ça, j'ai 34 ans et si j'aime la politique, si j'aime l'engagement politique, c'est pour faire des choses. Donc là où je suis aujourd'hui, on va essayer de faire bouger quelques lignes à Mayotte. On aime tous Mayotte, et en tout cas tous ceux qui y vivent, tous ceux qui ont connu un jour ou l'autre sont tombés amoureux. Ou alors, une autre personne politique avait dit, si on l'aime pas, on s'en va. Et tous ceux qui restent l'aiment. Et en tout cas, nous, à Cauzy, on en fait partie. Mais il y a des gens qui ont ce sentiment de mal vivre. On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission, qui quittent Mayotte, qui vont vivre ailleurs, qui vont mettre leurs gamins à l'école ailleurs, à La Réunion, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Paris. On a le sentiment que Mayotte se vide petit à petit de ses Français. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Bien sûr. Parce que ça dit deux choses, évidemment. Ça dit un mal-être, cela va sans dire. Et il faut interroger le caractère irréversible de cela ou pas. Je suis honnête avec vous, moi, je ne suis pas dans le déni sur ce que vous venez de dire. Vous savez pourquoi ? Dans ma propre région, j'ai des proviseurs de lycée ou des... c'est la Normandie, Rouen, Évreux, Vernon, etc. J'ai des proviseurs de lycée ou des principaux de collège qui, pour la première fois, m'ont dit qu'ils ont inscrit de manière significative et de manière inédite un certain nombre de nos concitoyens mahorais qui préféraient rejoindre de la famille en hexagone et ne pas continuer le parcours de scolarité ou un parcours de vie à Mayotte. Donc ça, je pense qu'il faut se le prendre pour ce que ça vaut, c'est-à-dire une alerte sérieuse qui traduit aussi un manque d'espérance, d'espoir, parce que je pense que on est quand même un grand peuple. On est quand même un peuple de gens qui sommes capables d'endurer des choses très difficiles. Il ne faut pas raconter d'histoire. On dit que le français, parfois, se plaint beaucoup, etc. C'est pas parce qu'on... Ouais, mais c'est parce qu'on manifeste des choses avec la bouche que pour autant, on n'est pas dur au mal, par ailleurs. Quand même un peuple qui tient debout. Il suffit de regarder notre histoire pour comprendre quand même que bon. Donc, si on a toute une partie d'une génération qui commence à baisser les bras, ça veut dire qu'il n'y a pas de demain. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espérance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Sauf que c'est aussi notre boulot à tous les responsables, pas que politiques, j'y reviens, tous celles et ceux qui ont une part de responsabilité, les élites intellectuels, les journalistes, les chefs de service de l'État, les élus locaux, le ministre, enfin, je veux dire, tous autant que nous sommes, on doit aussi retracer quelques perspectives. Cette perspective, elle passe par un vivre ensemble. C'est la question de l'immigration, évidemment. Eh bien, on y vient. Elle passe par la question de l'ordre public et de l'ordre républicain. C'est une absolue évidence. Elle passe par la notion de service public, même s'ils peuvent être adaptés à l'échelle de ce qu'est un territoire insulaire ou archipélagique. En Outre-mer, on sait très bien qu'on a l'habitude de le faire. Il faut évidemment peut-être encore plus le faire. Mais il faut tracer des perspectives. Je l'ai d'autant plus pour faire le virage après sur les questions régaliennes que, bon, le confinement et le Covid est passé par là, et malheureusement, c'est pas propre à Mayotte. 2019, c'était une année intéressante. On a deux beaux records en 2019. Ça repartait.
Ouais, on a 2 beaux records qu'il faut quand même se dire. Il faut se mettre dans un coin de la tête parce que pour le coup, ça montre que c'est possible. Le premier record, c'était le nombre de reconduites, on va y revenir, mais qui montre bien que lorsqu'on met des moyens et lorsqu'on est ferme et qu'on n'a pas la main qui tremble, on est capable d'avoir des résultats sur les différentes reconduites en matière d'immigration clandestine. Non, surtout le deuxième record que je voulais citer, c'était le nombre d'emplois créés. 2019, c'est le record sur le nombre d'emplois créés à Mayotte. Et ça traduisait et en quelque proportion, chose. je crois même que sur l'outre-mer, Oui. on est plutôt bien placé. Hein. Oui. Et avec en plus des vraies filières qui commençaient à se structurer Ça. et à faire des choses, le tourisme, mais pas que. Donc, enfin, soit on considère que c'est une anomalie, soit on considère que c'est un point de départ, même s'il a été un peu contrarié par le Covid. J'ai la faiblesse de considérer que c'est un point de départ. J'ai vu Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il y a maintenant encore quelques temps, je le connais bien, parce que notamment pour le projet gazier. J'étais secrétaire d'État à l'écologie quand j'étais jeune, et donc j'ai passé pas mal de temps à m'occuper d'énergie. Mais pareil, ce que Total imagine comme investissement à Mayotte pour en faire une véritable base arrière, pour se projeter sur une partie du canal du Mozambique, etc., c'est pas des petites nouvelles. On va l'avoir, ce projet. Ça avance. Il faut qu'on l'ait, ce projet. En tout cas, sachez qu'on s'en parle pas mal. C'est dans le viseur, c'est pas quelque chose en l'air, c'est pas quelque chose qui est en suspension. Donc voilà. Donc ça, c'est fait partie quand même des véritables opportunités qui sont là. Et faut pas commencer à les regarder de loin. Et au contraire, il faut en faire quelque chose de concret. L'immigration. Forcément, on peut pas faire une interview d'un homme politique, d'une femme politique, sans parler d'immigration. Alors on nous dit à chaque fois que vous venez, vous parlez d'immigration. Oui, mais c'est un tout petit département qui est extrêmement touché par l'immigration, dans un contexte compliqué avec nos voisins, pour certains nos cousins comoriens. Comment on peut la gérer une bonne fois pour toutes? Je crois qu'il y a 3 niveaux de réponse, à mon avis, pour être très direct. Hein. Le premier niveau, c'est évidemment ce qui fait qu'il y a l'attractivité à venir. Bon. Et donc, on revient à une forme de différenciation. Si on norme Mayotte comme on norme l'Eure, une fois de plus, norme au sens créer des normes, fondamentalement, on va avoir un problème. Et moi, je me réjouis qu'on a commencé à faire l'amendement du sénateur et vice-président du Sénat, notre ami Tani. Il est venu apporter une différenciation intéressante sur l'acquisition de la nationalité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un cheminement qui commence à... C'est un début, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Mais bien sûr, moi, je suis prêt à le faire. Gérald Darmanin est prêt à le faire, Emmanuel Macron nous a demandé d'être prêt à le faire. Sauf qu'il faut bien en mesurer tous les tenants et les aboutissants. Il faut bien l'expliquer aussi à la population, parce que je vois bien aussi, quand on différencie trop, les Mahoraises et les Mahorais, à juste titre, disent attendez, si vous différenciez à ce point, c'est qu'on n'est plus vraiment des Français comme les autres. Si, il faut juste comprendre que désormais, il y a un goût pour la liberté locale et un goût pour cette différenciation qui est demandée autant par des gens qui sont bretons, par des gens qui sont alsaciens, par des gens qui sont normands. Donc il n'y a pas de raison qu'à Mayotte, on fasse moins que ce qu'on a fait pour l'Alsace. Enfin, je veux dire, ou alors on marche sur la tête. Donc ça, il faut continuer. 2, il faut un plan régalien hyper ferme, hyper organisé. Pardon, mais Chicandra a montré son efficacité, clairement, en 2019. Sur des réseaux, mais pas sur... C'est pas Chicandra qui fait du chiffre. On travaille sur des réseaux, sur... Mais tout ça est lié. Tout se lie. Alors, là aussi, il faut pas raisonner en silos. Il n'y a pas les armées d'un côté, l'action de l'État en mer. De l'autre côté, il y a les gendarmes. De l'autre côté, il y a les policiers. De l'autre côté, il y a les juges, le juge administratif, le cas échéant, ou le juge judiciaire. Et de l'autre côté, il y a le préfet. Non, c'est la famille État qui agit dans la plénitude de ses pouvoirs régaliens. Chicandra, c'est un système qui oblige tout le monde à travailler ensemble. Ça n'a jamais été fait, qui a permis de déployer des moyens. On le dit pas assez, mais on a 400 policiers et gendarmes de plus depuis 2015. Pour le coup, on revient aux moyens dont notre ami Mansour parlait tout à l'heure. Je connais pas beaucoup de territoires de la République qui ont eu 400 policiers et gendarmes de plus depuis 2015. Mais on part de si loin, monsieur le ministre. Je sais bien, mais enfin, on part de très loin. Mais après, il faut faire attention aussi aux chiffres, parce que si on fait des ratios sur la population, etc. Bon, donc moi, je pense qu'il faut regarder les trucs pour ce que ça vaut. Qu'est-ce qui est efficace? Bon, on a remis des moyens, ça commence à fonctionner. 25 000 reconduites en 2019. On n'a jamais fait autant. Mais combien qui sont rentrés? Pour le coup, c'était la première fois où on a versé le solde. C'est-à-dire que c'est la première fois où on avait plus de reconductions que d'entrées. Donc on sait combien il y a d'entrées alors? On arrive à plus ou moins l'estimer. C'est très difficile évidemment à avoir. Sauf qu'on s'en rend compte dans la manière dont on gère évidemment les flux et dans la manière dont on fait les reconduites. Ce qu'il faut, c'est qu'en 2020 va être une année particulière. On avait bien démarré l'année sur les reconductions. On paye la évidemment, Covid. Bien sûr. Sauf que les choses redémarrent.
On a en plus un certain nombre de choses qui sont suivies de très près, parce qu'évidemment, la question de l'épidémie a aussi contrarié la notion de test, évidemment, sur les personnes que nous reconduisons. Et c'est bien naturel, parce que les personnes que nous reconduisons sont des êtres humains et que, par définition, à tous égards, on doit leur apporter aussi toute la précaution sanitaire qui va bien, ne serait-ce aussi que pour la sécurité sanitaire des Mahoraises et des Mahorais. Donc, on n'est pas non plus à faire n'importe quoi. Non, ce qu'il faut se dire, c'est que 2021, on doit de nouveau avoir un nouveau record en matière de reconduction. Nous étions à 25 000 en 2019. Moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à passer de nouveau ce cap-là pour 2020. Et puis 3, il faudra se parler de la relation qu'on a avec nos voisins. Et j'allais venir. Oui, mais c'est 3 choses. Mais oui, mais on parle de la reconduite, mais... les 3 sont liés. L'image, elle va pas être belle, mais comment voulez-vous vider un évier si vous laissez le robinet ouvert? C'est les 3 choses. Là, on l'a jamais assez dit, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir. Donc, c'est les questions, évidemment, de nationalité, les questions de prestations de transferts sociaux, santé, école, prestations sociales, globalement, pour faire vite. C'est de la première famille de sujets, parce que c'est ce qui fait l'attractivité, comme on dit si bien, donc par définition, c'est ce qui fait qui attire le flux. 2, pardon, mais enfin, quand on reconduit plus, on voit quand même que l'ambiance n'est plus la même. Je crois qu'on l'a vu, non ? Donc on va pas dire que la reconduite, c'est anecdotique, parce que on voit bien. Vous faites le lien entre l'immigration et l'insécurité ou la délinquance que l'on peut vivre en ce moment. De toutes les évidences, il y en a un. Enfin, moi, je pense qu'il y a un lien. Il faut pas Ça veut pas dire que toute la délinquance est liée à l'immigration. Ça serait un raccourci. Mais de dire d'avoir des populations qui sont en situation irrégulière conduit de toutes les évidences à davantage d'économies souterraines, conduit de toutes les évidences à des regroupements. Bref, ça c'est une réalité. Il ne faut pas commencer à avoir de la langue de bois sur le sujet. Est-ce que tous les délinquants sont des immigrés? La réponse est non, et certainement pas. Est-ce que l'immigration génère dans un environnement insulaire évidemment des troubles à l'ordre public ou de la délinquance? La réponse est oui, on le sait. Donc quand on reconduit, pardon, mais enfin, on tient aussi quand même à lutter contre cette délinquance et contre cette ambiance, en quelque sorte, d'insécurité qui est bien connue de chacun. Et puis 3, il y a la relation de franchise que nous devons avoir avec nos voisins. Ça, c'est un point sur lequel le président de la République nous a demandé, avec Jean-Yves Le Drian, d'avancer et d'avancer encore plus vite. Alors, il y a déjà eu des choses qui se sont faites dans le passé, elles sont connues. Il faut qu'on aille sûrement un peu plus loin. Il y a beaucoup de choses... On a essayé de discuter avec eux, on a essayé des contrats, on a essayé avec l'argent, on a essayé avec les millions, ça ne marche pas. Je suis pas certain qu'on ait toujours tout essayé, pour être honnête avec vous. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Moi, je pense qu'on peut de nouveau avoir un discours un peu plus franc avec nos voisins. Non, dur et franc, c'est quand vous aimez vos amis, vous êtes franc avec eux, c'est pas pour autant que vous êtes dur. Bon. Quand votre frère, votre sœur, votre femme, vous aimez les gens. Parfois, vous avez des moments de franchise avec eux. Pas pour autant que vous êtes menaçant, pas pour autant que vous êtes dur. Bon, non, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avancer, y compris d'ailleurs sur les reconduites. Moi, je forme le Chicandra, c'est un tout, je vous ai dit. On a des radars, etc. On sait très bien qu'il faut aussi positionner un des radars au départ. Bon. Si les Comores ne jouent pas le jeu, on aura toujours autant de quoi ça. Vous parlez bien, comme dirait l'autre. Donc moi, j'en dis pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites aux Mahorais qui nous écoutent, qui nous regardent et qui voient, j'exagère pas, monsieur le ministre, tous les jours, des Kwassa arriver sur les plages. Et parfois, c'est dramatique ce qu'on voit. On l'a vu ce sont des corps. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ok, on va leur parler de Chicandra, on va leur parler de 400 policiers. Mais tous les jours, quand on ouvre les volets, on voit les Kwassa arriver sur les plages. Mais les 3 choses, si vous m'aimez bien un peu, faites-moi confiance. Ne sortez pas Chicandra du truc, ou ne sortez pas la traque. Je veux dire, ce qui fait qu'aussi parfois ça n'a pas suffisamment bien fonctionné, c'est qu'on n'a pas fait système, comme dirait l'autre. On n'a pas fait les 3 en même temps. C'est les 3 en même temps qu'il faut faire. Un bon plan, une bonne manœuvre, c'est quelque chose qui se construit et qui est cohérent. Bon, c'est les 3 en même temps qu'il faut faire. Sur Comores, j'en dis pas plus, mais on sera amené à dire des choses et à faire des choses. Le président de la République nous l'a demandé dans les mois qui viendront, très rapidement. On veut vraiment reprendre cette affaire-là dans sa complexité. Si c'était simple, il y a qu'à Faucon, tout ça, on le saurait déjà. En tout cas, évidemment, dialogue franc avec Comores. Je pense qu'on n'a pas tout essayé encore, pour être complètement transparent avec vous.
On continue notre montée en puissance sur les reconductions et parce qu'on a un système régalien qui doit tenir avec des moyens, des forces. Et je pense qu'il ne faut pas baisser la garde et que personne sur place, ne comprendrait qu'on le fasse. Donc, et moi, je suis pas du tout là-dessus. Vous savez, je suis officier de réserve dans la gendarmerie. Enfin, j'ai une conception. Oui, un uniforme. C'est pas un costume. Je ne suis pas déguisé. Les militaires ne sont pas déguisés. Ils portent un uniforme. Et le premier point, parce que je pense que c'est un sujet, c'est on a un mouvement de départementalisation. Il est bien heureux. Pour autant, on doit peut-être aussi imaginer plus de différenciation sur un certain nombre de sujets pour limiter l'attractivité pour un certain nombre de Il nous reste populations. une poignée de minutes. Le plan de relance outre-mer, et notamment Mayotte, pardon, on s'intéresse à Mayotte. Comment ça va se passer à très court terme? Parce que même si vous avez rencontré Carla Baltus pour le MEDEF, il y a plein de TPE. Mayotte, c'est essentiellement des TPE. Mais après, il faut raisonner par secteur. Typiquement, on prend un exemple. Il y a beaucoup de secteurs qui vont dépendre de la commande publique. En clair, est-ce que les mairies, les intercos et le conseil départemental, et même l'État, parce que l'État fait encore pas mal de choses lui-même en tant que maître d'ouvrage, est-ce qu'ils sont capables de déclencher un carnet de commandes, enfin de remplir des carnets de commandes pour les mois qui viennent? Ils sont pas capables. S'il y a une volonté politique, oui. Ils sont aux ordres quand même. Non, ils ne sont pas aux ordres, parce que Ah bah si, attendez, libre administration des collectivités territoriales. Non, mais pour les services d'État. Il y a le maire, le service d'État, oui, ça, ils sont aux ordres. Mais enfin, les communes, elles font bien ce qu'elles veulent, dans le cadre des compétences que la loi de la République leur ont dévolues. Certes, mais enfin, si un maire a envie de faire une école ou s'il n'a pas envie de refaire une école, ça, c'est sa liberté, c'est la libre administration des collectivités territoriales du maire. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même des moyens financiers pour aider le maire à déclencher des écoles, à déclencher la construction d'écoles, pardonnez-moi. Ben là, typiquement, on a mis beaucoup d'argent sur la table. C'est-à-dire que, de manière inédite, sur les infrastructures, sur les réseaux d'eau, on y revient, sur lesquels on a beaucoup d'argent, très fléché Mayotte et Guadeloupe, très fléché. Donc maintenant, faut s'en emparer, faut avancer évidemment sur le sujet. Pardon, mais quand on commence à faire des travaux sur les réseaux d'eau, non seulement c'est bon pour celui qui ouvre son robinet d'eau, parce que c'est l'assurance d'avoir un service public de l'eau potable qui fonctionne, mais enfin ça crée des emplois, parce qu'on sait très bien que ça crée du génie civil qui va intéresser beaucoup d'entreprises. Donc maintenant, il va falloir qu'on décline secteur par secteur, en regardant le virus toujours d'un coin de l'œil, parce que évidemment il nous, on sait pas ce qui va se passer perturbe. Mais ça, pardon, c'est ni la faute du maire, ni la faute du préfet, ni la faute du ministre. Le virus, non, parce que ça y est, on a les masques maintenant. Oui, et puis les mesures barrières fonctionnent dans certains égards. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, il faut évidemment qu'on y travaille. Et quand je me rendrai à Mayotte, ça fera partie, bien sûr, des gros points saillants, le redémarrage de l'économie locale. Dernière question. Elle est presque pas pour vous. C'est vrai, mais je ne vais pas y répondre alors. Si, vous allez voir. Emmanuel Macron, il est venu 2 fois à Mayotte. Chaque fois, il a répondu aux questions de Kwesi. Et on a eu le sentiment qu'Emmanuel Macron aimait Mayotte. Mais difficile de l'expliquer. Il l'aimait vraiment. Pourquoi? D'où vient ce coup de cœur? Mais je pense déjà qu'il a une relation, pardon pour les Mahoraises et les Mahorais, mais déjà à tous les territoires d'outre-mer qui est bien à lui. Alors certains diraient il y a du Chirac en lui. Enfin, je ne sais pas s'il faut qu'on compare les présidents de la République les uns aux autres, parce que à chacun leur tempérament, leur caractère. Des parallèles, bien sûr. Les époques sont différentes, etc. Chirac buvait plus de bière. Mais le président de la République boit peut-être plus de rhum. Donc ça tombe bien, ça équilibre bien les choses. Mais il y a un goût. Enfin, il y a quelque chose de très charnel entre lui et les territoires d'outre-mer. Et je sais que les passages par Mayotte, les visites, les voyages à Mayotte, effectivement, n'ont pas créé de l'indifférence chez lui, bien au contraire. C'est un dossier qui suit beaucoup, vous savez. Je veux dire, moi, j'ai un rapport. Il vous appelle, il vous demande des comptes rendus sur ce qui se passe à Mayotte. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas un contact avec le président de la République sur des questions liées à ce ministère. C'est devenu vraiment un domaine un peu réservé pour lui. C'est-à-dire qu'il a une relation à ce ministère, donc à tout ce qui en découle, et aux territoires concernés, à celles et ceux qui y vivent, qui est effectivement quelque chose qui est assez personnel. Pour moi, c'est très précieux, j'en abuse pas. Mais enfin, il a toutes les informations, parce que c'est une question que se posent les gens de la rue à Mayotte. Est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des émeutes à Mayotte, il est au courant de ça? L'info, elle remonte jusqu'à lui? Il est très connecté. C'est pas du tout. Il a 40 ans. On a un chef d'État qui est pas du tout enfermé dans un bunker à l'Élysée et qui regarde les choses de loin. Donc, il est extraordinairement connecté et extraordinairement passionné. Non, au contraire, il est plutôt conscient. Je vais vous dire une chose, il est même plutôt plus que conscient. Quand on fait un plan de relance et qu'on arrive à sortir autant d'argent pour les Outre-mer,
c'est qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui a rendu les arbitrages qui est dans le bon sens. Je fais pas de dessin, c'est le président. Monsieur le ministre, on se retrouve à Mayotte prochainement. Si vous m'invitez. Vous êtes chez vous là-bas. Non, je parle de votre antenne. Ah oui, bien sûr. Évidemment, vous viendrez sur notre antenne. Mais sur Mayotte, on se retrouve donc fin novembre, début décembre. On peut l'imaginer comme ça. J'ai pas encore fixé de date. L'idée aussi, c'est moi, j'aime bien quand on fait des visites, c'est quand on a quand même des choses un peu précises à dire. Donc, il y a tout un prendre travail le temps ici. aussi. J'ai vu que vous aimiez prendre le temps. Ah oui, ça, pour les quand je vais y aller, je vais y prendre du temps. Mais vous voyez, sur le plan de relance, on a des choses qui sont prêtes. Donc là, on pourra les décliner sur Mayotte. Chicandra, encore des choses sur lesquelles je veux qu'on y mette un peu notre main. Donc voilà, quand je viens, c'est parce que globalement aussi, il y a des choses qui bougent. Ça, c'est très important. Monsieur Lecornu, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce CQFD. On se retrouve très vite sur Quasi avec un autre invité. Salut.